à l'annuel symposium 2013 de Shelter Afrique. Les assises ont lieu depuis ce matin dans la capitale tchadienne. C'est le Premier ministre qui a officié la cérémonie d'ouverture à la Villa des Hôtes. 44 États africains sont représentés à ces assises ainsi que des spécialistes venus d'Europe et d'Asie. Reportage en volet 1 de ce journal. 24 heures après le concours d'entrée en 6e, le ministre de l'Enseignement, de la Recherche et de la Formation professionnelle supérieure à Dungoudja a lancé les épreuves du certificat d'études primaires élémentaires ce mardi. Les échos dans ce journal et puis quelques stagiaires du système statistique du Tchad viennent de recevoir leur parchemin à Yaoundé au Cameroun à l'issue d'une formation dispensée par l'Institut sous-régional de la statistique et de l'économie appliquée ICA. Voilà pour le sommaire et bienvenue aux 20h et toutes nos excuses pour ce retard. Bonsoir, merci de nous rejoindre sur Télé Tchad. Avant de découvrir ensemble l'essentiel de l'actualité de ce mardi, sachez que la rédaction reçoit ce soir comme invité du journal le coordonnateur du Programme national de sécurité alimentaire, Issaka Abderrahmane. Monsieur le coordonnateur, bonsoir et merci d'être venu sur ce plateau. L'entretien avec le coordonnateur portera sur l'institution, le PNESADON, qui œuvre en faveur du monde rural et les différentes réalisations faites sur le terrain depuis la création de ce programme. Rendez-vous donc en fin d'édition. Dans l'actualité, je le disais, 32e Assemblée générale annuelle et symposium 2013 de Shelter Afrique. La séance d'ouverture solennelle a lieu ce matin à la Villa des Hôtes. Cérémonie officiée par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Djimrangar Dadnadi. 44 pays africains et plusieurs institutions internationales venues d'Europe et d'Asie prennent part à ces assises qui permettront au chef de l'État Idriss Déby Itno de doter ses concitoyens des habitats décents et d'œuvrer pour le rayonnement de l'institution. Kadoumbatoufé. La séance d'ouverture solennelle des travaux de cette 32e Assemblée générale annuelle et symposium 2013 de Shelter Afrique a été marquée par les interventions du directeur général de la dite institution, Alassane Ba, et le président sortant de la 31e Assemblée générale annuelle, le ministre rwandais de l'Habitat, Silas Lwakambamba. Les deux hommes ont salué les dispositions prises par les autorités tchadiennes pour la tenue de ces retrouvailles annuelles de réflexion. Des dispositions qui, selon les deux orateurs, témoignent de la volonté des autorités du pays hôte à faire de cette 32e Assemblée générale annuelle une étape historique de l'évolution de Shelter Afrique après 2 ans de léthargie. Il s'en est suivi l'intervention du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Affaires foncières et des Domaines. Gatangoulou a relevé les efforts du chef de l'État Idriss Déby Itno, sans lesquels cette rencontre ne pourrait se tenir. Il a ensuite souligné que l'accès au logement décent demeure l'une des priorités des plus hautes autorités dans la lutte contre la pauvreté. L'accès à un logement décent pour tous nos concitoyens demeure un défi à relever. Au Tchad, l'objectif visé par le président de la République se résume en cette formule: un toit, un logis pour chaque famille tchadienne. Dans cette perspective, le Tchad a formulé, dans le cadre de sa stratégie de politique nationale de lutte contre la pauvreté et d'amélioration des conditions de vie de sa population, un vaste programme de développement urbain et d'amélioration de l'habitat visant à jeter les bases d'une solution opérationnelle et durable à la problématique de l'accès des populations, particulièrement à faible revenu, à un logement décent. Le représentant du chef de l'État, le Premier ministre Joseph Djimrangar Dadnadi, a déclaré que les ambitions du président de la République Idriss Déby Itno vont de pair avec les objectifs visés par ses pairs en créant cette institution à Nairobi au Kenya en 1982. Il s'agit de mobiliser des ressources pour le bien-être social et le développement de l'habitat. Le chef du gouvernement, qui s'est réjoui de la présence des représentants des 44 États membres et des partenaires de Shelter Afrique, a eu droit à la visite des stands d'exposition des réalisations de Shelter Afrique et ses partenaires africains et occidentaux. À l'ouverture des travaux ce matin de cette Assemblée générale donc, de Shelter Afrique, le chef du gouvernement Joseph Djimrangar Dadnadi a situé à l'assistance les efforts et la détermination des plus hautes autorités à relever les défis de l'habitat et de la pauvreté engendrés par l'accroissement de la population tchadienne. Un extrait de ses propos. Le nombre impressionnant des pays participants est le signe évident de la considération dont bénéficie mon pays et exprime ainsi la solidarité entre nos États autour des questions vitales pour les populations comme celle de l'habitat.
Cette question est plus préoccupante encore dans le domaine particulier de logement en milieu urbain et touche tout le continent africain. La croissance galopante de nos villes, soumises à un fort exode rural, l'insuffisance des moyens de nos États à faire face à tous les besoins de développement urbain, la tendance à la détérioration des conditions de vie des populations et de leur cadre de vie, tout cela nous incite à rechercher des solutions adéquates pour y faire face le plus rapidement possible. Aujourd'hui, dans beaucoup de nos villes, et surtout de nos grandes villes africaines, la pauvreté extrême issue d'une urbanisation non maîtrisée transforme certains de nos enfants en proie facile pour les marchands de la mort inspirés par le terrorisme. Distingués invités, mesdames et messieurs, je voudrais, au nom de la République du Tchad et à mon nom propre, souhaiter à tous nos hôtes une chaleureuse bienvenue dans notre capitale. Je formule le souhait de voir votre séjour vous permettre d'être des témoins avisés du vaste chantier d'urbanisme et de construction immobilière que le pays est en train d'exécuter. De nombreuses réalisations en termes d'infrastructures de base et de grands projets structurants ont été accomplis. Vous l'aurez compris, cette dynamique procède de la volonté du gouvernement de la République du Tchad de créer et de disposer des prérequis pour son développement et l'amélioration du cadre de vie de la population. Dans le domaine qui nous préoccupe, force est de reconnaître que le développement économique et social d'un pays dépend de la santé physique et morale de sa population. De même, il est évident qu'un logement inadéquat est une contrainte à la promotion de l'homme, qui est par ailleurs le moteur et la finalité de tout développement. De ce fait, assurer la promotion du droit au logement et faciliter l'accès à un habitat décent au plus grand nombre de citoyens, tout cela revient à respecter la dignité humaine et à garantir la condition d'un développement harmonieux et durable. Le chef du gouvernement dans des propos recueillis par Kadnouba Théophile. 24 heures après le concours d'entrée en 6e, le ministre de l'Enseignement, de la Recherche et de la Formation professionnelle supérieure, Adam Goudja, a lancé les épreuves du certificat d'études primaires élémentaires ce mardi au lycée Zeb Ibn Sabit de N'Djamena. Plus de 140 000 candidats sont concernés par cet examen cette année et composent dans 781 centres sur l'ensemble du territoire national. Belgar, l'armée et la guerre. Élèves, enseignants et parents d'élèves honorent l'arrivée de la délégation conduite par le ministre de l'Enseignement, de la Recherche et de la Formation professionnelle supérieure. Dr Adam Goudja est venu procéder officiellement au lancement des épreuves du certificat d'études primaires élémentaires. En accueillant la délégation du ministre, l'inspecteur pédagogique du 8e arrondissement salue le choix porté sur le lycée Zeid bin Sebit. Est-il besoin de rappeler que l'évaluation sommative permet d'informer l'élève, l'enseignant et les autres partenaires de l'éducation sur la maîtrise d'un ensemble de tâches d'apprentissage ou d'une étape importante du programme de l'élève. L'évaluation peut intervenir après que l'enseignant ait couvert un certain nombre d'objectifs d'apprentissage ou à la fin d'une année scolaire ou d'un cycle d'études. C'est pourquoi au terme d'un enseignement donné, lesquels débouchent sur une certification signifiant soit la réussite ou l'échec. Sur l'ensemble du territoire national, ce sont au total 146 445 candidats qui composent dans 781 centres d'examen. Ils sont répartis en 3 sections, 133 111 francophones, 7 346 arabophones et 988 bilingues qui affrontent les différentes épreuves. Cet examen qui dure 3 jours permet à ceux d'entre les candidats qui totaliseront la moyenne supérieure ou égale à 10 d'obtenir le certificat d'études primaires élémentaires. En procédant à l'ouverture de la première épreuve, le ministre Adam Goudja a exhorté les candidats à travailler dans le calme et la sérénité. Pour lui, les différentes épreuves sont abordables et espère que le résultat de l'examen sera meilleur.
Sachez aussi que le lycée technique et industriel a servi de cadre au lancement des examens de fin de formation des établissements techniques et professionnels secondaires. C'est le ministre des Enseignements et de la formation professionnelle secondaire Abdelkerim Seyd Bosch qui a procédé au lancement de ces examens. Sont concernés par ces épreuves les élèves qui préparent le brevet de technicien, le certificat d'aptitude professionnelle ou encore le diplôme de technique de formation professionnelle et de tous les établissements techniques du pays. Gandata Wamia. 16 élèves du lycée technique industriel en plein exercice testent leur aptitude pour la pratique de leur métier. Arrivés en fin de formation, ils sont évalués par rapport à 2 années d'apprentissage et d'assimilation des connaissances techniques et professionnelles. Comme eux, ils sont au total 1035 à passer les examens de fin de formation des établissements techniques et professionnels secondaires pour leur permettre d'obtenir leur parchemin et s'insérer dans la vie active. Le ministre des Enseignements et de la formation professionnelle secondaire, accompagné de quelques techniciens de son département, est venu lancer officiellement ces examens de fin de formation qui se déroulent dans l'ensemble des établissements techniques et professionnels du Tchad. 542 élèves sont concernés par le brevet de technicien BT, 188 par le certificat d'aptitude professionnelle CAP et 305 pour l'obtention de leur diplôme de formation technique et professionnelle DFTP. Pour le ministre des Enseignements et de la formation professionnelle secondaire, les formations techniques et professionnelles revêtent un caractère tout particulier pour le pays. Cette filière de formation professionnelle n'est pas encore tellement développée dans notre pays. Mais je pense que la volonté politique est déjà manifeste. Elle a déjà été affirmée par le chef de l'État qui veut faire de la formation professionnelle vraiment le vivier pour nos élèves et pour leur permettre d'être utiles, d'être rentables pour la vie économique de notre pays. Le ministre des Enseignements et de la formation professionnelle secondaire s'est rendu dans les divers ateliers à apprécier l'aptitude des élèves. Pour Abdelkerim Seyd Bosch, il faut compter sur les filières techniques pour le développement du pays. Une rencontre préparatoire pour la validation du plan d'action stratégique de la nappe de grès de Noubli regroupe depuis ce matin les techniciens financiers et administratifs du ministère de l'Hydraulique rurale et urbaine et les partenaires au développement. Le programme d'action stratégique est un cadre concerté en matière de gestion des problèmes transfrontaliers et communs aux différents pays ayant en partage la nappe de grès de Noubli. Loubadoumbay, Talomati. La nappe de grès Nubi s'étend sur la Libye, l'Égypte, le Tchad et le Soudan. Elle est d'une capacité totale d'environ 150 000 km3 d'eau fossile et vieille de plusieurs millions d'années. C'est pourquoi l'autorité conjointe formée par les pays tels que la Libye, l'Égypte, le Tchad, le Soudan et d'autres partenaires cherchent à mettre au point un programme pour l'utilisation durable du système de cette nappe. Cette initiative consiste à soumettre aux participants des documents à exploiter afin de définir les codes de conduite pour la gestion de cette nappe de grès de Nubi qui sera soumis à la signature des pays concernés. Ce programme d'action stratégique PAS constitue un cadre concerté en matière de gestion afin de résoudre les principaux problèmes transfrontaliers et les problèmes communs aux différents pays qui ont une incidence sur l'important aquifère nubien. Cependant, le ministre Ali Mohamed Abdoulaye souhaite que ces plans d'action qui seront proposés par des experts à l'issue des travaux permettent de résoudre l'épineuse question de l'écosystème. Je souligne fortement que l'eau est nécessaire à tous les aspects de la vie. C'est pourquoi son Excellence, M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a mis en priorité la satisfaction des besoins en eau de la population et du bétail. Ceci a fait l'objet des plaidoyers de son Excellence, M. Idriss Déby Itno, au 6e Forum mondial de l'eau à Marseille en mars 2012. Le chef du département de poursuivre que cette réunion préparatoire qui aboutira à la prochaine signature du document de programme d'action stratégique pour la nappe de grès de Nubi permettra d'être à l'avant-garde de cette grave dégradation environnementale et adopter le concept de développement durable.
Le ministre de la Communication, Hassan Sila Bakari, a procédé ce mardi avec tout le staff qui l'accompagne à l'inauguration de la station régionale ONR-TV d'Adré. Des précisions avec notre envoyé spécial Remadi Orion Odette. Problème technique, vous pourrez suivre cet élément dans notre édition de 23h30. Le temps pour nous de découvrir cette information. Quelques stagiaires du système statistique du Tchad viennent de recevoir leur parchemin à Yaoundé, au Cameroun, à l'issue d'une formation dispensée par l'Institut sous-régional de la statistique et de l'économie appliquée ICA. La cérémonie a lieu en présence de l'ambassadeur du Tchad au Cameroun, Grand Kacham Irima. À l'Institut sous-régional de statistique et d'économie appliquée de Yaoundé au Cameroun, les cadres tchadiens ont bénéficié non seulement des cours théoriques mais aussi pratiques. Durant 6 mois, les cadres stagiaires du système statistique national de la République du Tchad se sont familiarisés avec l'univers des statistiques. Cette mission principale peut se décliner en 2 missions spécifiques. Donner, premièrement, une formation orientée pour des professionnels basée sur la pratique et l'expérience. Le deuxième volet spécifique, c'est de renforcer donc les capacités institutionnelles des administrations, tant publiques que privées, en offrant à leurs cadres, qui peuvent être des statisticiens ou pas, des formations continues professionnelles de courte durée afin de combler leurs lacunes en matière de production statistique. Le directeur général de l'Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques apprécie le partenariat entre son institution et l'ICA. C'est assurément cette synergie autour des différentes compétences et expériences de l'ICA, ici présent, qui a permis d'atteindre les objectifs fixés par l'ICA pour cette formation conjointe. Grâce à votre engagement et discipline, sacrifice personnel et collectif, vous êtes arrivé au terme de cette dure labeur en atteignant sans difficulté les objectifs. L'ambassadeur du Tchad au Cameroun a salué cette coopération agissante entre N'Djamena et Yaoundé. Depuis toujours, son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État du Tchad, a placé l'éducation et la formation au centre de cette préoccupation et a demandé au gouvernement de ne ménager aucun effort en direction des États amis et organisations internationales pour accompagner notre pays dans le développement et l'amélioration de ce secteur. Dans cet esprit, une initiative conçue dans le cadre de la stratégie nationale de développement et de la statistique du Tchad a été soumise à la Banque africaine de développement, BAD, qui a accepté d'accorder son appui habituel, unanimement salué au Tchad. Les cadres tchadiens ont capitalisé de nouvelles connaissances qui leur permettront de mieux analyser et interpréter le résultat de cours de marché et fournir aux plus hautes autorités et partenaires de développement des données fiables sur la consommation des biens et des services de la population. Voilà, mesdames, messieurs, comme annoncé en début de ce journal, je reçois en direct sur ce plateau le coordonnateur du Programme national de sécurité alimentaire, M. Issaka Abderrahmane Agar. Monsieur le coordonnateur, merci encore d'être venu sur ce plateau. Nous avons toujours entendu parler du PNSA. Est-ce que vous pourriez nous présenter brièvement votre institution avant d'entrer dans le vif du sujet? Merci de l'occasion que vous me donnez pour vous présenter le PNSA. Le PNSA est né à partir d'un constat qui a été fait par le chef de l'État lui-même. D'abord, le pays regorge d'importantes ressources. Et parmi ces ressources, le Tchad dispose de plus de 39 millions d'hectares de terres arables, 6,5 millions d'hectares qu'on peut irriguer, 20 millions donc, de têtes de cheptels composées de toutes les espèces, des eaux souterraines, des eaux de nappe souterraines, donc des eaux de surface, des lacs, des ressources halieutiques importantes, mais malgré ça, il y a l'insécurité alimentaire chronique qui sévit au Tchad. Cette contradiction entre les ressources et l'insécurité, c'est ce qui a amené les chefs de l'État à penser à mettre un programme qui permettra de résoudre cette équation. D'accord. Et l'on parle souvent de la mécanisation de l'agriculture. Qu'est-ce que c'est exactement?
Bon, à partir du moment où le chef de l'État a mis ce programme, il fallait lui donner les moyens. Parmi les moyens, il faut les facteurs de production tels que nous l'avons connus, il faut que ces facteurs de production changent. En ce sens qu'on n'est plus au stade de la roue, mais il faut passer au stade de la mécanisation. Pour passer au stade de la mécanisation, le chef de l'État a amené une usine, a créé plutôt une usine de montage de tracteurs ici au Tchad, ce qui est rare même en Afrique. Et à partir de là, donc chaque année, les paysans auront 1000. Pendant 5 ans, on aura 5000 tracteurs. En ce moment, on a plus de 1300 tracteurs qui sont sur place, qui sont en train de labourer pour la campagne qui est en cours. Et donc, c'est cette mécanisation que le chef de l'État a voulu. Et cette mécanisation est en marche et qui permettra certainement d'augmenter la production. Ajouter à cela à d'autres facteurs tels que les semences améliorées, les engrais, les produits phytosanitaires, l'encadrement, tout ce qui peut contribuer à l'augmentation de la production. Justement, la campagne agricole 2013-2014 vient d'être lancée le 7 juin dernier par le Premier ministre Alaï dans la Tangélé. Quelle est la spécificité de cette campagne-là? La spécificité de cette campagne... Surtout quand on sait que le président a consacré les 3 premières années au monde rural. Tout à fait. C'est-à-dire que vous vous rappelez que la campagne 2011-2012 a été lancée à Gounougaya par le chef d'État lui-même. C'est au cours de cette cérémonie que le chef de l'État a dit qu'il va consacrer les 3 premières années de son mandat au monde rural. Ceci prouve à suffisance que l'engagement du chef de l'État en faveur de ce monde rural. Donc c'est pour accompagner cette importance que le chef du gouvernement, donc le Premier ministre, s'est déplacé pour donner l'importance qu'il faut et qu'il avait lancé cette campagne 2012-2013. 2012-2013, il y a eu une évolution. En 2010-2011, nous avons que quelques tracteurs. En 2012-2013, nous aurons pratiquement plus de 2000 tracteurs. Donc, c'est ça le caractère particulier, l'accent qui a été mis pour que la production augmente. Monsieur le coordonnateur, le thème en vogue est aujourd'hui la révolution verte, à l'exemple de l'Inde. D'ailleurs, une mission du PNSA a été récemment en Inde pour solliciter l'expertise indienne. Est-ce que vous pensez que cette technologie est appliquée à notre pays? Applicable au pays, c'est vrai, l'Inde a fait sa révolution verte, ça fait des années et des années. Et c'est un grand pays, c'est un pays émergent qui a beaucoup d'expérience en matière de développement rural. Et c'est ainsi d'ailleurs même l'usine que le chef de l'État a créée ici, c'est des tracteurs de marque indienne. Et donc le PNSA voudrait un peu s'inspirer de toutes les expériences en matière de développement rural. Et ce n'est pas la première mission, c'est pratiquement la 3e mission que le PNSA a effectuée en Inde pour s'inspirer de comment eux, ils ont réussi et qu'est-ce que nous pouvons tirer, parce qu'on ne peut pas calquer de ce qui a été fait là-bas pour ici. Parce qu'il fallait tirer ce qui peut être bénéfique pour nous, pour pouvoir maintenant aller de l'avant. Et c'est comme ça que nous avons pris des contacts avec des experts indiens qui vont venir bientôt et qui vont donc travailler avec nous pour mettre en œuvre de manière efficace ce développement rural. En plus de l'Inde, vous avez également sollicité l'expertise française. Vous êtes allé à l'Inde, vous avez participé également à la foire africaine de Paris. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? D'abord, la foire de Paris. La foire de Paris, le Tchad était co-organisateur de cette foire de Paris. Il était invité d'honneur de cette foire de Paris. Vous-même, vous étiez témoin. Donc, au cours de cette foire, nous avons eu à exposer toutes les potentialités du pays. Nous avons eu à prendre contact avec des opérateurs privés autres et nous avons aussi passé les messages à travers les médias, les interviews,
de contacts à travers la presse telle que TV5, Africa 24, Télé Sud, Télé Maroc, Télé Ivoire. Donc nous avons eu beaucoup de contacts et ça fait connaître notre pays. Et le PNSA, aujourd'hui, il est connu, pas seulement ici au Tchad, mais même dans le monde entier. Monsieur le coordonnateur, malgré les moyens colossaux injectés pour l'avancement de votre projet, il y a aussi la contribution du secteur privé. Je veux parler ici des banques. Qu'en est-il exactement? C'est-à-dire que nous, voilà, un des points donc, du PNSA, c'est aussi la transformation, la conservation, la commercialisation de nos produits. Nous avons mis beaucoup de moyens et ça, le chef de l'État a veillé à ce que vraiment ces moyens soient mis et nous sommes chargés donc de gérer efficacement ces ressources pour pouvoir augmenter la production. Une fois la production augmentée, il faut nécessairement, le secteur privé intervient pour maintenant la transformation, le stockage et la commercialisation. Nous, vous avez certainement constaté cette année que les produits maraîchers, par exemple, ont augmenté de manière très importante, où il y a eu baisse donc, de prix. Comme c'est des produits périssables, il fallait maintenant, le secteur privé intervienne pour pouvoir prendre ces produits. Ceci encouragerait encore les producteurs pour pouvoir produire davantage. D'où nos participations à différents niveaux, à l'échelle internationale, en Hollande, en Afrique du Sud, en Israël, en Ouganda, 2 fois, 3 fois en Inde, à la foire de Paris, à Rennes. Tout ça, c'est pour Genève. En ce moment même, le PNSA est encore à Genève, au Forum des investisseurs. Donc tout ça, c'est pour que le secteur privé vienne s'associer effectivement à la valorisation de nos produits. Nous avons appris également que le PNSA apporte son appui aux militaires démobilisés. Est-ce que c'est sur le plan financier, matériel? Non, on voudrait encourager la production dans tous les domaines, à travers vraiment tous ceux qui veulent produire. Les militaires, s'ils veulent produire, c'est une très bonne chose. D'ailleurs, on constate qu'il y a une volonté importante des militaires qui veulent s'investir dans l'agriculture, qui veulent s'investir dans l'élevage, qui veulent s'investir à leur compte, soit en association, soit individuelle. Nous sommes là pour les accompagner. Pourvu qu'ils se structurent, qu'ils viennent nous voir, nous allons voir comment nous pouvons les aider, les accompagner. En ce moment, il y a un groupement militaire à Charaï, juste à l'entrée de Bongor, où ils participent donc, à l'exploitation du périmètre. Nous leur donnons les moyens pour pouvoir produire. D'accord. Avant de vous laisser partir, une autre bonne nouvelle pour notre pays dans le cadre toujours de la mécanisation de l'agriculture, c'est la signature de l'accord avec la société John Deere à Washington en avril dernier pour l'achat de 500 tracteurs. À quand l'arrivée de ces tracteurs-là? Là aussi, il faut comprendre dans le renforcement de la mécanisation de notre agriculture. Donc, nous avons deux types de tracteurs, les tracteurs Mahindra et les tracteurs New Holland. Nous voulons voir aussi autre chose et c'est dans ce cadre que le chef de l'État nous a instruit d'aller commander les 500 tracteurs d'entreprise John Deere, qui est une entreprise internationale connue, américaine. Et nous avons, donc c'est l'ambassadeur qui a signé et en notre présence. Maintenant, les tracteurs commencent à venir parce qu'il fallait les fabriquer, les mettre en route. Et ils vont venir. Et l'avantage pour cette commande, c'est qu'eux, ils vont venir s'installer chez nous ici et former et aussi avoir toutes les pièces sur place. C'est ça l'avantage. Merci, monsieur le coordonnateur. Le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Mesdames et messieurs, c'était là l'invité du journal, le coordonnateur du programme national de sécurité alimentaire, Issaka Abderrahmane Agar. Merci à toutes et à tous. Très bonne suite de programme. Je vous retrouve très bientôt. Vous retrouverez Elvis Tabo demain aux 20h. Le 23h30 vous sera présenté par Granga Tchamirima. Bonsoir et à très bientôt.